En attendant, donc, on vous a préparé une très grande rétro. Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une nouvelle émission. Et oui, c'est le grand retour du boss, voilà. Et pour cela, vous savez que j'adore revenir sur les ondes avec ma DeLorean. Et évidemment, il est temps de faire un bond en arrière, un bond dans le temps, et de peut-être réussir à matérialiser ce fantasme du voyage dans le temps qui me fait tant rêver en revenant un quart de siècle plus tôt. Nous sommes en 2024, repartons en 1999, une année encore charnière. Pourquoi? Parce que 1999, c'est quoi? C'est plus ou moins l'anniversaire d'un siècle de boxe qui se conclut, d'autant plus d'une décennie qui est en train de se conclure, une décennie folle, une décennie belle, les années 90. Où en est la boxe à ce moment-là? C'est ce qu'on va voir ensemble. Une année forte où les cartes sont redistribuées, tout autant que les ceintures commencent à se réunifier. Et ça, c'est important. On avait commencé les années 90 avec des stars très établies, avec pas des stars, que dis-je, des légendes, des icônes très établies. Où en sont-elles aujourd'hui? Évidemment, on parle de Mike Tyson. Quelles sont les nouvelles stars du moment qui sont vraiment les fers de lance de l'industrie? On parle évidemment d'Oscar de la Hoya. Et puis des ceintures qui sont là, les 4 sont là et se sont imposées. Oui, messieurs, la WBO existe déjà. Et on va s'assister à une réunification de titres qu'on fantasmait très fort depuis sa désagrégation en 1992-93 avec le fameux jeté dans la poubelle de la ceinture WBC par Riddick Bowe. Allez voir la discussion Riddick Bowe, évidemment. Mais depuis, tout a été fait pour réunir cette ceinture, notamment dans la catégorie reine, celle des poids lourds. Alors, à la différence de 25 ans plus tard, c'est-à-dire nous aujourd'hui, quand on dit que le titre est réunifié, on se trompe un peu. Et là, je salue mon ami Greg de Go Boxing News, puisque oui, la WBO existe à cette époque. C'est une ceinture encore mineure, et elle ne fait pas partie de cette réunification des 3 ceintures que vont vivre 2 poids lourds sur lesquels de poids lourds qu'on attendait, mais qui n'étaient pas ou la légende ou le prospect attendu du début des années 90. C'est important. Mais donc, une réunification de ceinture faite avant tout, n'oubliez jamais, par HBO. HBO qui, pendant les années 90, a beaucoup de soucis à travailler avec la WBO. C'est pour ça qu'elle sera mise de côté. C'est la vraie raison aussi de cela. Bref, des stars s'imposent, des stars viennent solidifier leur statut, des légendes sont plutôt dans une sorte de perdition, on y reviendra, des sportifs créés pendant cette décennie, leur véritable légende, on parle du real deal, évidemment, et bien d'autres visages de 1999 vont concourir à essayer de marquer cette année, donc de marquer la décennie, donc d'une certaine façon de sortir d'un siècle de boxe par la grande porte. C'est tout ça qu'on voit ensemble, les amis, et c'est parti maintenant en 1999. Let's go! Ce combat, on parle bien sûr de François Botha. Alors, on dit qu'on est en 1999. Ouais. Et donc, du coup, à Canal, on essaye d'avoir des coups et des scoops. Et là, on est devenu champion du monde avec l'équipe de France de football. Ouais. C'était la dernière grande victoire de Charles Bietri, le patron qui m'avait engagé en 1989 et que je ne remercierai jamais assez de m'avoir mis
est lancé sur la boxe à côté de Jean-Claude. Et il devient président du Paris Saint-Germain. Il échange sa place avec Michel Denisot. Michel Denisot, qui était le président vainqueur d'une Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain, devient le patron des sports de Canal+. Et quand il voit ce qu'on fait à la boxe, il nous lance là une émission. On a une émission qui s'appelle Box Hebdo, qui va commencer donc et qu'on va avoir toutes les semaines, avec 2 heures de boxe toutes les semaines à couvrir. Et du coup, moi, mon équipe de journalistes, elle s'enrichit. On est pratiquement 7 journalistes pour couvrir la boxe, avec Philippe Bègue, avec Stéphane Misnin, avec Olivier Cocatrix, avec Sébastien Hulot, je sais plus si j'ai dit Philippe Bègue, etc. Jean-Paul Maillet. On a aussi Thierry Ray, le champion olympique de judo, qui vient aussi couvrir de la boxe. Et on fait des choses, mais là, des choses fabuleuses. Et là, fin 98, donc, on est sur le coup Tyson. Tyson va revenir et c'est impossible qu'on ne puisse pas avoir quelque chose, une interview. Et donc là, on commence à discuter avec Michel et avec Jérôme Valk, qui est à l'époque le gars et mon ami qui s'occupe des droits. Et on dit, il faut qu'on essaye d'avoir une interview de Tyson. Et là, on se retrouve, alors je sais plus si c'est octobre ou novembre 98, on décroche l'interview. On va à New York. On est tous les 3. Et là, donc, Jérôme Valk, pardon, s'occupe lui des droits à payer, etc. Parce que c'est pas gratuit, mais ok. Et donc, on doit retrouver Mike Tyson à New York. Et il se trouve que là, Mike Tyson, il est plus à New York, etc. Et là, je commence à être mal parce que j'ai emmené mon patron, Michel Denisot, là-bas. On dit, voilà, et c'est lui, Michel, qui va faire l'interview, qui réalise des très grandes interviews, des trucs de fou. Quand je dis des trucs de fou, c'était Michel Polnareff, là-bas dans le désert, avec un piano, je sais pas si vous vous rappelez de cette interview. Ouais. Il avait réalisé ça, et d'ailleurs, juste après, pour Tyson, il m'a dit, tiens, Michel va t'appeler, tiens, tu lui prends des places et il va venir voir Tyson, etc. Là, Tyson n'est pas là. Oh là, il est où? Phoenix. Je me renseigne et il est à Phoenix. Il est parti à Phoenix. Là, je me dis, attends, Michel, on s'occupe de ça, reste dans ton hôtel, on est dans un super hôtel, etc. Mais là, je me dis, attends, je peux pas rater l'histoire, quoi. C'est le premier gros coup de Michel au niveau du sport. Et là, on réussit donc à retracer l'histoire et à reprendre contact avec Tyson et avec le clan Tyson. Rien n'est simple à cette période-là. Et nous voilà repartis à Phoenix. Et là, je me dis, à Phoenix, c'est le bout du monde. Je vais pas trouver de caméraman, etc. C'est pas mon caméraman qui va faire l'interview. On veut faire un petit studio sur un ring de boxe. Et là, du coup, je dis, allez, on va prendre avec les relations. Je trouve 3 Yougoslaves, 3 Croates, si vous voulez, à l'époque, qui travaillent dans une boîte de production à New York. Et là, on se dit, allez, hop, on vous paye, ouais, vous venez avec moi, etc. 3 tueurs, hein. 3 tueurs pour vraiment avoir tout, etc. Et plus tueurs que Tyson sur le ring. Et là, on part là-bas à Phoenix. Et à Phoenix, l'attente interminable, 1 jour, 2 jours, et le 3e jour, on réussit avec Jérôme à avoir cette interview. C'est une interview qu'on fait là-bas. Je vais juste, attendez, 2 secondes. Là, voilà, vous montrez ça. Et c'est là qu'on retrouve Mike Tyson, ici, là, en train de signer l'autographe. Mike qui rigole, et Mike ici qui est en interview avec Michel Denisot. Les autres, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, on a cette interview avec Mike Tyson. C'est la seule interview qu'il donne à une chaîne de télé, une grande interview comme ça. Hein. Ouais. Et ça aussi, c'est un moment fort. Vous imaginez là-bas, vous êtes sur le ring, on a aménagé une petite cabine où on a une interprète pour Michel et pour Mike. Et c'est un truc de fou. Et c'est là qu'on a ces petites annonces de Mike Tyson. He's back, I'm back, number 1, Canal+ number 1. Et on a vécu, moi j'ai vécu vraiment pour ça. Jean-Claude n'était pas là, mais on a ramené toutes ces images. On a fait un super, je pense, documentaire. J'ose espérer que ça vous a fait vibrer, vous. Et puis, j'ai eu la chance de revenir en Concorde. On était avec
Michel et on voulait revenir au plus vite, etc. Pas d'avion, le truc, etc. Et voilà. J'ai été un privilégié, je le reconnais, mais un grand privilégié et un privilégié de l'époque Mike Tyson. Tout à fait. Tout à fait. Tu as été cette voix. Christian, l'état d'esprit de Tyson à ce moment-là, il se prépare pour Botha. Tu l'as un petit peu observé. Tu l'as trouvé comment à ce moment-là? Bah, on le trouve bien. On a vraiment l'impression que Mike Tyson, il veut éliminer ses démons. Il veut revenir dans le game, même si certainement physiquement, 99, c'était il y a 13 ans. Hein. Berbick, c'était il y a 13 ans, enfin 12 ans et demi. Donc c'est déjà loin. C'est plus le même Mike Tyson. Mais on se dit que voilà, on veut continuer l'histoire. Vous savez, quand vous avez des champions comme ça, vous voulez pas laisser mourir l'histoire. Vous voulez aller jusqu'au bout. Et vous dites toujours qu'il va se passer quelque chose. Et avec Mike Tyson, de toute façon, il se passe toujours quelque chose. Et dans ce combat, je me rappellerai toujours de ce coup phénoménal et de ce que j'ai pu raconter pendant le direct. Oh là là, oh là là. On va l'écouter Mike Tyson, tout de suite. C'est exceptionnel. Regardez. Ah ben c'est ça, voilà. Oui. Ça c'est un truc de folie. Si j'ai gardé, ah oui, ça me fait plaisir de revoir ça. C'est Tyson. Tyson, on peut pas être insensible. S'il y a des moments dans la vie d'un commentateur, d'un journaliste, comme j'ai pu avoir la chance de le faire pendant 22 ans sur Canal, Mike Tyson m'a procuré un bonheur incommensurable. Et je le remercie. Ah oui, s'il nous écoute, tu vois. Mike, Christian te remercie. Mais Antoine, cette droite qui est monumentale, on est d'accord, hein, parce que le Botha, c'est un buffle. Hein. Tu vois, comme on dit ici, c'est un buffalo, et il est terrassé pour le compte. Mais c'est une droite monumentale qui plaît bien au highlight, tu vois, qu'on voit dans tous les highlights. Mais il y a un combat aussi avant. Et le combat, ouh là là que c'est compliqué, et ouh là là, encore une fois, malheureusement, malgré l'état d'esprit que nous a dit Christian par rapport à Mike qui voulait redevenir sérieux et tout ça, on est encore à ça de tomber dans le chaos, CHAOS. Es-tu d'accord? C'est un combat qui fait pas mal de peine dans l'absolu jusqu'à la droite. Alors ça fait 1 an et demi que Tyson n'a pas boxé et on lui confronte ce François Botha qui est un boxeur ni trop gros puncher, ni très mauvais mais pas flamboyant non plus. Il a une défaite contre Maurer, KO 12. Il a battu Axel Schulz, qui a été disqualifié pour dopage. Bon, c'est un type qui a de bonnes références. C'est pas du tout Peter McNeely, c'est pas non plus un très bon. Hein, voilà, c'est un boxeur. Bon, en gros, ça reste un pari risqué pour un Tyson qui n'a pas boxé depuis 1 an et demi. Et en effet, on ne sait pas trop le Tyson qu'on aura sur le ring. On ne sait pas trop à quoi il ressemblera. Alors il arrive, il a le crâne rasé, il a l'air méchant. On se dit qu'on n'aimerait pas être à la place de François Botha. Et en fait, il est complètement déréglé. Il envoie des grands coups sans aucune stratégie, sans aucune coordination, sans aucune fluidité. Il envoie des grands coups dans le vide. La mire est complètement déréglée. Et face à lui, Botha brille. Alors Botha qui n'est pas spécialement un athlète ni une ballerine, bon, en fait, voilà, alors il se déplace, il recule, il jab, il envoie une petite série, il accroche, ou alors il se redéplace, il brille. Il finit même par chambrer Tyson à partir du 2e ou 3e round. Il finit par le chambrer. Et là, on se dit, mais il se passe quoi, là? Parce qu'on a affaire, malgré tout, à un boxeur de pédigré moyen qui fait le malin face à Mike Tyson. Ok, bon, ça paraît invraisemblable. Et en effet, Botha fera le malin un peu trop. Il prend la confiance, un peu comme Douglas au 8e round contre Tyson. Il prend la confiance, sauf que là, il vient s'empaler sur la droite, qui est très bien donnée. Et effectivement, là, il est KO pour le compte et un peu plus. Il reste allongé pendant un certain temps. Il essaie de se relever 1 fois, 2 fois, il n'y arrive pas. Et il finit allongé sur le ring pendant un certain temps. Je sais plus s'il y a un brancard au cou aux caisses, mais enfin bon.
Il prend vraiment un somnifère. Le truc, c'est que je crois pouvoir dire sur ce combat que Tyson a eu un peu de bol, malgré tout, d'avoir affaire à un adversaire qui aura pris la confiance, parce que pugilistiquement, il est archi dominé. Il est tellement dominé que dès le premier round, en fait, il ne lui a pas plu. Il y a l'anecdote. Il y a l'anecdote terrible de cet accrochage en fin de premier round. Alors, Tyson a usé tous les plus grands, est venu à bout de tous les plus grands arbitres de l'époque. Tyson Holyfield 1, c'était Mitchell Perm. Pour le rematch, ça a été Mills Lane, et pour ce match-là, c'est Richard Steele. Bon. Et le malheureux Richard Steele, qui est quand même un bon arbitre, bon, etc. Bon. Donc, il voit le dernier accrochage, et puis il voit que Tyson lâche pas, il voit que Bottas commence à crier, et en fait, il s'aperçoit que Tyson, tout simplement, il le reconnaîtra lui-même, lui a fait une clé de bras. Ce qui, sur un ring de boxe, est assez inhabituel. En général, on a plutôt ça en MMA. Alors, des gens montent sur le ring pour les séparer pendant le combat. Ça, c'est un truc, ça n'a aucun sens. Ça aurait pu être disqualification. Steele n'y arrive pas lui tout seul. Ils sont plusieurs à essayer de séparer les deux. Bon, c'est une vision de folie furieuse. Et au final, ça montre aussi le malaise psychologique dans lequel est ce malheureux Mike. Il est pas tout à fait parmi nous. Hein. On va se le dire. Donc, au bout du bout, il a du bol. Ça fait un joli KO. Mais objectivement, ce combat est une catastrophe industrielle. On n'a jamais vu Tyson aussi peu concerné, aussi peu à son aise, aussi peu dans sa boxe que dans ce combat-là. Je vous dis, le regarder boxer de l'air pendant 5 rounds, c'est une vision assez sidérante. Mais malgré tout, il y a le chaos, et le chaos qui sauve tout, hein, Christian, oui. C'est ça. Heureusement qu'il y a le chaos, parce que effectivement, ce que vient de raconter Antoine, c'est totalement ça. Sur le ring, Tyson, il est dépassé. On a un buffle blanc, puisque c'est le surnom de François Bottas, qui se balade et qui de temps en temps, met les mains en bas. Et on se dit, oh là là, quand on met les mains en bas face à Tyson, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est qu'on est vraiment sûr de soi. Mais ça veut dire que aussi, on sait que Mike Tyson, il n'est pas forcément dans les bonnes conditions. Et quand on est un boxeur comme Mike Tyson, qui à plusieurs reprises essaye, on va dire, de casser le bras ou de faire des tours de clé de bras à l'adversaire, on n'est plus dans un combat de boxe. Et là, on retrouve les démons de Tyson et on se dit effectivement que on veut y croire, on veut toujours y croire, on va pas excuser Tyson 100 000 fois, mais ça devient répétitif et négatif. Et la seule chose qui peut sauver Mike Tyson, c'est un coup, une droite comme celle-là, un KO, parce qu'on n'en voit pas comme ça. Hein. Chez les poids lourds, à cette époque-là, dans cette décennie, il n'y a que Tyson qui est capable de faire ça. Est-ce que vous vous rappelez d'un KO exceptionnel, je veux dire, de Evander Holyfield? Est-ce que vous vous rappelez je parle par rapport à de bons boxeurs. Franchement, non. Tyson, lui, il a dans les mains ce que beaucoup d'autres n'ont pas dans les poings. Et malheureusement pour Bottas, ça s'est terminé comme ça. Mais si ça avait été plus loin, et si ça avait été au point, il n'en aurait pas été de la même façon et de la même issue. Ah, c'est clair. C'est le challenge, messieurs. Hein? On est en 99, et ce qui va se passer entre De La Hoya et Quartey est proprement classique. On va peut-être assister au combat des poids welter de la décennie. C'est le combat le plus dur d'Oscar De La Hoya. Le plus dur, il nous l'a avoué après. Nous, on connaissait bien Ike Bazooka Quartey parce que Ike Bazooka Quartey, il a commencé sa carrière en France avec Louis Michel Acariès avant de partir. Mais voilà, on savait qui était Ike Bazooka Quartey. Et quand dans le nom, il y a entre Ike et Quartey, il y a Bazooka, on se doute que ce qui sort des gants de Quartey, c'est certainement pas des roses, mais des parpaings. Et il le sait, Oscar De La Hoya. Bien après son combat, quand on a fait cette interview, on en a reparlé, il l'a reconnu. C'est son combat le plus dur. Mais et au bout du combat, il a fallu vraiment qu'il aille au fond de lui-même et dans une 12e reprise, mais d'anthologie, avec des échanges. Il fallait absolument qu'il gagne cette 12e reprise parce que Oscar De La Hoya
même si en milieu de combat, il avait envoyé Quartet à terre, il avait été aussi sur les fesses juste après. Et il a fallu une 10e reprise et surtout une 12e reprise dont Oscar, il se rappelle toute sa vie. Ouais. C'est le route de la carrière d'Oscar de la Hoya. Au tréfonds de lui-même. Au tréfonds de lui-même, il va. Et la bagarre avec Quartet qui a pris des coups de pleine face et qui réplique. Oh, quelle deuxième reprise, il est touché Quartet. Il est pratiquement au bord de l'épuisement. Au tréfonds de lui-même. Au tréfonds de lui-même. C'est un combat incroyable. En plus, à analyser. C'est un combat que vous n'en finirez jamais d'analyser. Aparté, parce que je te l'ai déjà dit, Christian, mais je te le redis, c'est un compliment qui vient du cœur. C'est ce combat-là avec Jean-Claude. Mais vous nous faites vibrer. Parce qu'il y a le combat, mais il y a vous deux aux commentaires. Alors, le mix de tout ça, je peux te dire, j'ai encore des frissons. J'ai encore des frissons. Ce 12e round avec Boutier et Delcourt au micro, ça vaut son pesant de cacahuètes, croyez-moi. Allez retrouver ça tout de suite. Nicolas, tu veux dire quoi sur ce combat légendaire? Je partage votre enthousiasme. Un combat extraordinaire, avec quand même, saluons au passage la qualité proposée par Ike Quartet, parce que c'est vrai qu'il a 2 bazookas, mais je pense qu'il a surpris pas mal d'observateurs par la qualité de sa boxe et notamment la qualité de son jab. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui ont imposé leur jab à De La Hoya, et Quartet a vraiment... c'est assez extraordinaire la façon dont il avance derrière son jab pendant tout le combat. Et puis ce 12e round où effectivement, comme on dit en anglais, De La Hoya, c'est vrai qu'il prend l'ascendant dans la première moitié du 12e round, mais en essayant de finir Quartet, on a l'impression qu'il punch himself out. Il vide complètement de son énergie et il est limite KO debout sur les 30 dernières secondes, alors que Quartet a relativement bien récupéré. Quel impact a eu ce combat sur les derniers rounds disputés par Oscar contre Félix Trinidad? Eh oui. La fin de carrière arrivera avec un combat, tu parlais de Trinidad, qui est ce combat-là contre... L'affiche est belle d'ailleurs. Trinidad Whittaker au Madison Square Garden. Et un combat crève-cœur. Alors quand on aime Trinidad, bon, on est content, tu vois. Et nous, on aime aussi Trinidad. Allez voir notre discussion sur Trinidad qu'on a fait ensemble, évidemment. Mais moi, j'ai ça, par exemple, tu vois. J'ai ce knockdown de Trinidad, voilà, ben ça, le grand Pernel, jamais ça arrive. Jamais ça arrive, ça. Tu vois, en plus, la droite en première intention, tu vois. Mais il est encore un peu vert. Il prend presque la même contre Roger. Ouais. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, mais ça, alors je le remets, ça n'arrive, normalement, ça n'aurait jamais dû arriver. Donc, voilà. Le déclin est programmé et quelque part je suis presque même content qu'il n'y ait pas une accumulation de combats comme ça à la suite. Tu sais, on est à la suite et qu'il valait mieux que ça s'arrête là pour que, avec le temps, la légende Whittaker reste. Il réunifie le titre, ça se passe au Madison Square Garden, tout est réuni, et ce combat, qui est un combat que j'aime bien d'ailleurs, mais va laisser comme trace dans l'histoire de la boxe d'une polémique. C'est-à-dire que tout le monde voit Lewis gagner ce combat, et ce combat va être déclaré match nul. Alors toi, cette bronca qui arrive à l'annonce du résultat, Christian, avec Jean-Claude, qu'est-ce qui s'est passé dans le Madison Square Garden à ce moment-là? On veut savoir. C'est tout simplement étrange. On sait que Lennox Lewis, il vient ici avec sa ceinture WBC. De l'autre côté, notre ami Evander Holyfield a 2 ceintures. Et c'est vrai qu'on est surpris par le combat quand on se retrouve avec Lennox Lewis et Evander Holyfield. On en demande beaucoup. Et c'est vrai que ce combat qui se termine par un match nul, on sent un Evander Holyfield qui est un peu usé.
il croit toujours réaliser en fait cet exploit, hein, mais on est abasourdi. Ouais, donc Antoine, pareil. Oui, bien sûr, c'est très surprenant parce qu'en plus le combat est assez limpide. Oui. C'est-à-dire que Lewis impose vraiment son jab pendant l'essentiel des rounds et il n'y a pas à transiger. Enfin, les rounds sont relativement faciles à scorer. Objectivement, en trouver 6 pour Holyfield sur ce combat-là, c'est très compliqué. En 1999, c'est aussi la boxe qui, en France, rayonne chez les amateurs de sport en général, avec des figures assez connues, ce qui est un vrai problème aujourd'hui, mais avec des figures à l'époque assez connues, pour que on utilise la plus grande salle de France pour un domestic fight, même si c'est un championnat du monde. Mais depuis quand n'a-t-on pas vu en France un domestic fight qui sportivement enthousiasme la foule des amateurs de sport et non pas que de boxe? Ouais, Julien Lorcy, Bobo, qui arrive en étant une figure des petites catégories très fortes, puisque parcours extraordinaire, face à, encore une fois, la star du début de la décennie, c'est-à-dire Jean-Baptiste Mendy, l'homme qui boxait sur TF1, l'homme qui, chez les poids légers, a un record à l'époque de défense de ceinture européenne, qui avait une classe indéniable en tant que gaucher. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous fait courir encore à 37 ans? Ma carotte. Et Bobo Lorcy, qui, lui, plus Rabelais, plus taureau, était là. C'était un combat finalement assez évitable, si on peut dire, mais qui faisait naître une certaine forme de fantasme, en fait, et d'intérêt. Et il se retrouve pour une ceinture, pour une défense, et je crois que dérogatoire de Julien Lorcy avec sa ceinture de WBA, et Jean-Baptiste Mendy, fort de son aura et de son expérience, parce qu'il était un grand champion européen, mais il a été un grand champion du monde aussi. Allez voir contre qui il se bat dans ces championnats du monde. Et c'est une passation de pouvoir, finalement. C'est une passation de pouvoir, puisque Julien est trop fort. Voilà. Je vous conseille mes interviews avec Julien Lorcy, sont toujours retrouvables sur la chaîne. Vous pouvez les revoir facilement. On vous conseille, le lien sera mis en vidéo, puisque Julien nous explique par le menu ce qui s'était passé. Michel, je signe le contrat direct. Je signe le contrat direct, pas parce que je pensais gagner, mais l'idée de combat lui-même me plaisait. Une vraie passation de pouvoir avec Julien qui, dans un combat dur, mais qui, au milieu de combat, arrive à faire craquer Jean-Baptiste Mendy. Lorcy qui continue. Là, par contre, il va falloir arrêter. Oui, parce que la domination est trop grande et c'est terminé. Mendy, refusera ou, se révoltera contre la décision. Voilà, puisqu'il était évidemment, commençait déjà à l'époque à être un vétéran, mais un vétéran d'un calibre extraordinaire. Mais 1999, c'est aussi l'apogée de combats de stars françaises entre elles. Oui, beaucoup de stars francophones avaient émergé, de Mendy, Thiozo, Julien Lorcy, Khalid Railou avait véritablement émergé aussi quelques années auparavant. Mais c'est très très important qu'on ait eu ça, et c'est finalement une tradition qu'on a perdue. Et revoyez ça, il y a une modernité là-dedans. Voilà, on n'était pas à la ramasse à cette époque. Julien Lorcy, Jean-Baptiste Mendy, respect éternel. 99, comme je vous le disais, c'est aussi la solidification de la staritude, si on peut dire, du stardom de beaucoup de boxeurs.
et notamment une énorme star qui va briller dans ces années autant qu'elle va disparaître quelques années plus tard, hein, et que finalement, peu de temps plus tard, c'est Nassim Hamed. C'est Nassim Hamed qui a donné énormément d'émotions. Nassim Hamed sur un tapis magique, le Aladdin du Noblard. Et 1999, c'est aussi pour Prince Nassim Hamed une façon, si on peut dire, de continuer à boxer et surtout d'être au devant de la scène médiatique. Et ce combat contre Paul Ingle, je crois bien qu'on est en Angleterre, même si c'est diffusé sur HBO et vous irez voir parce que là, il boxait déjà beaucoup sur HBO. Et un Paul Ingle qui arrive à tenir longtemps avant de craquer, avec un Nassim Hamed qui, on s'en aperçoit pas, mais qui est, malgré le combat contre Kelly, l'énorme prestation contre Vasquez, est en train de décélérer. Oui, la boxe reprend le dessus sur lui. Et ça, on ne s'en aperçoit pas vraiment. Mais 99 est aussi là. Et n'oubliez pas que Nassim Hamed était un personnage, une figure emblématique des années 90 et qu'il se devait aussi de finir la décennie sur une bonne note. Et oui, 99 aussi, c'est l'avènement d'une figure qui a déjà montré son visage en 97. C'est Eric Morales. Terrible. Eric Morales qui va avoir en 1990 un combat assez dur, un combat assez âpre. Et on aura beaucoup de combats âpres en 1999. Avec Wayne McCallough qui était un boxeur, mais irlandais qui les a tous affrontés, qui a une superbe carrière amateur et professionnelle. Et dans un combat où Morales va dominer techniquement, mais Wayne McCallough ne s'en laissera pas compter. Ce qui donnera un combat âpre, ce qui donnera un combat extrêmement plaisant à suivre, malgré la dureté de ce qu'il y a sur le ring. Et un Morales qui s'impose comme un gros dur. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on est seulement à quelques mois de quelque chose qui sera à tout jamais un des plus grands combats de boxe de l'histoire qui arrivera en février 2000. Et donc, Morales est sur ce chemin d'amener quelque chose de fou. Et ce combat nous donne déjà les signes. Il est important de ne pas oublier qu'en 99, Morales, McCallough a eu lieu et que ça a certainement contribué à la performance future de Eric Morales. Ouais, 25 ans déjà. Et évidemment, on en arrive sur le combat de l'année. Combat de l'année, alors vous savez que je suis amoureux transi par Johnny Tapia, et Tapia Ayala va devenir le combat de l'année, un combat qui va être une sorte d'arrêt à la légende de Johnny Tapia, puisque la décision va être extrêmement serrée, extrêmement discutable, et d'ailleurs ça fait partie de ces combats qu'on peut toujours discuter aujourd'hui. Voilà, on connaît que le prototype de ce genre de combat entre Sugar Ray Leonard et Marvin Hagler nous fera toujours parler. Dans 100 ans, on en parlera encore. Mais n'oubliez pas, Tapia Ayala, dans un autre registre, fait partie de cette race de combat qu'il est impossible à déterminer. Pourquoi? Parce que combat âpre, serré, âpre. Johnny Tapia, qui est un maître pugilistique, a quand même du mal à s'adapter à la boxe irascible de gaucher et de trancher, on peut dire, de Paulie Ayala, qui aura une énorme carrière. Hein. Paulie Ayala aussi, c'est une énorme carrière. Et 1999, on est au Mandalay Bay, si je ne me trompe pas, c'est un pic les concernant, et c'est parfois, pour la légende, quelque part, il était peut-être mieux que... moi, je suis un pro Tapia, vous le savez bien. Vous savez, si vous écoutez mes vidéos, vous savez à quel point je le place, notamment
mes discussions souvent avec les Pirates, souvent avec Nicolas Culturebox que j'embrasse. Il faut que vous alliez voir aussi les combats contre Ayala et faire votre propre avis parce que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur à pouvoir scorer, à scorer, mais malgré tout, il y a cette vista qui est encore splendide dans ce combat. Il est d'une vista. C'est extrêmement rare de voir un boxeur magnifier autant de beauté dans sa boxe. Et voilà, moi, il a été essentiel dans mon parcours de fan, Johnny Tapia. Parfois, on a besoin de combats comme ça pour que la légende soit encore plus belle. Voilà. Et pour Tapia, c'est ce combat très difficile, mais amplement technique, amplement âpre, amplement extrêmement difficile à scorer et d'une qualité rare pour essayer de percer les mystères. Je vous conseille ce combat qui vous laissera certainement avec un sentiment de perplexité, mais aussi avec un sentiment d'avoir vu un très grand moment de boxe. La preuve, Ring Magazine ne s'y est pas trompé, c'est le combat de l'année. Le combat du millénaire qui n'était pas le combat du siècle, hein. Voilà, et qui est une blague que tu as d'ailleurs fait aussi, Christian, au micro avec Jean-Claude. Mais écoute, ce combat-là, peut-être on va se disputer là, les amis. Mais il a jamais perdu ce combat, Oscar. Moi, je suis encore fou là-dessus. Non, on est d'accord avec, on est d'accord. Ah, oui. Alors, quand on parle de la carrière d'Oscar de la Hoya, on parlait de Chavez, on parlait de Sweet Pea Whitaker, on parle d'Ike Bazooka Quarté. Ike Bazooka Quarté, c'est champion des welter, c'est invaincu. Maintenant, on lui met Trinidad. C'est un grand champion qui est venu aussi faire ses débuts professionnels en 93 à Paris. Il a boxé plusieurs fois chez nous, au cirque d'hiver. Voilà, ce Félix Tito Trinidad. Et lui aussi, c'est un boxeur invaincu. C'est quand même des noms. Et effectivement, pour nous, avec Jean-Claude, voilà, à la fin, sincèrement, on pense pas s'être beaucoup trompé dans nos jugements à chaque fois, parce que bon, Jean-Claude était vraiment un expert et on sentait ce qui s'était passé. Mais vous aviez un doute. Là, on revient à Nico qui parlait des coins, etc. Et alors là, il a un entraîneur qui s'appelle Gil Glancy qui est arrivé dans son coin et De La Hoya, il nous l'a avoué après, peut-être plusieurs années après, mais il a jamais compris pourquoi on lui disait mais allez vas-y boxe-le, alors que pour lui il sentait qu'il pouvait mettre KO Trinidad. Il l'avait dans les je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Oui. Mais voilà, il a pensé qu'il avait gagné les 6 premiers rounds, et après il a déroulé. Mais on a été surpris quand même à la décision. À la limite, il avait certainement pas perdu. Oui, voilà. Nico, tu veux rajouter quelque chose avant que... Oui, mais c'est extrêmement paradoxal parce que c'est sa première défaite, mais en même temps, c'est peut-être l'une de ses plus belles performances de sa carrière. La première moitié du combat, il exhibe une maîtrise. Il marche sur l'eau. C'est extraordinaire, il faut le revoir ce combat. Hein. Les 6 premiers rounds. Magnifique. C'est magnifique. Trinidad, il va rien. Après, reconnaissons à Trinidad de ne jamais avoir renoncé et peut-être d'avoir fait sentir à Oscar son punch et ce qui a aussi invité Oscar à danser les 2-3 derniers rounds. Mais c'est vrai que c'est une décision incompréhensible d'un point de vue mathématique. Si tu scores le match, c'est vraiment pas possible. Enfin, je sais. En tout cas, c'est un très très bon copain. On parle de ces fameux derniers rounds. Et moi, on fera une discussion Hall of Fame, Félix Trinidad. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. On parle de ces fameux derniers rounds. Mais Trinidad, est-ce qu'il lui marche dessus aussi? Non. Pas vraiment. Alors oui, il temporise le Oscar et peut-être que ça lui a porté préjudice. Mais porter préjudice allant même jusqu'à perdre le combat? Non. Bon, les amis, est-ce que Oscar n'aurait pas perdu contre Don King ce soir-là?
Oui, on est bien d'accord là-dessus. Hein Parce qu'il faut quand même se souvenir que ce combat-là, c'était le combat de Bob Arum et de Don King, voilà. Et que avant de monter un choc comme celui-là, parce qu'il y avait des dollars là qui étaient en jeu, hein. Mais Trinidad, c'est un super boxeur, hein. Et cette anecdote qu'on avait donnée à l'antenne, je me souviens que ils s'étaient entraînés Tito Trinidad chez lui à Porto Rico avec un punching ball, et sur le punching ball était marqué en espagnol Oscar Pulmouillé de la Hoya. Oscar Pulmouillé de la Hoya. Ça nous avait vraiment fait marrer, ça. Et en fait, c'était pour peut-être se convaincre de l'infériorité physique et psychologique de l'adversaire. Ouais. Et c'était entraîné comme ça. Mais comme tu le dis, la décision, les juges, la tactique de Glancy qui continue de lui dire mais vas-y, continue de boxer, etc. Alors que s'il avait effectivement continué, non pas quand il parlait de boxer, il parlait de gérer le combat. Temporiser, ouais. Mais il n'est pas allé chercher les derniers rounds, il pensait qu'il en avait suffisamment d'avance. Et d'ailleurs, encore un signe, hein, parce que c'est là aussi qu'on voit tout ça, quand on est au bord du ring, on essaye de voir la réaction. À la fin du dernier gong, qui lève les bras le premier? C'est Oscar de la Hoya. Il y a un regard, si vous regardez ces images, on les a en tête, mais Trinidad, il réagit un quart de tour après. Il voit que de la Hoya, il va, allez, je lève les bras, etc. Ça, ce sont des signes. Jean-Claude me l'a toujours appris. Ça ne ment pas, ça ne triche pas. Ouais. Et pourtant, voilà, il était pas persuadé, loin de là, Trinidad d'avoir gagné. Ouais, moi, les juges l'ont fait gagner. Et je crois que peut-être Oscar, il a beaucoup appris de ce soir-là par rapport à Las Vegas et les juges, et que ce combat-là, il faut le voir avant tout comme un combat entre Bob Arum et Don King. Et Don King, à l'époque, était encore plus filou que Bob Arum. C'est ma lecture. Parce que ça amène à une revanche qui va se passer au Thomas & Mack Center de Las Vegas, là, avec l'affiche. Et là, moi j'ai l'impression qu'on est sur du Lennox Lewis qui domine de A à Z le combat, et où Holyfield, à la différence du premier combat, n'a pas ces instants, tu sais, ces instants éclatants, tu sais, où au moins il y a une certaine forme de réponse. Là, il y a rien du tout. Lewis est totalement moi je le vois comme ça, totalement en contrôle. Êtes-vous d'accord, messieurs? Oui, c'est totalement ça. Bon, Lennox Lewis face à Evander Holyfield, à la limite, c'est pas les plus grands souvenirs de boxe qu'on ait pu avoir avec Jean-Claude. Lennox Lewis, voilà, a du mal vraiment à s'imposer, à être le grand champion. Bien sûr, il combat Evander Holyfield, il combat tous les plus grands, mais on lui demande beaucoup plus à Lennox. Et il peut devenir peut-être le premier champion unifié du 21e siècle, mais il y a toujours un petit goût d'inachevé dans les performances de Lennox Lewis. Mais à la fin, c'est ce qu'on dira, il a combattu 24 rounds avec Evander Holyfield, il le dit lui-même, on en a parlé tout à l'heure, c'est le boxeur qui a été le plus difficile pour lui, parce que aussi il a eu des victoires et qui ont été difficilement acquises. On vient de le dire, la première sur un match nul, enfin, donc c'était et celle-là, et Lennox Lewis, il rêvait bien sûr beaucoup d'autres choses que d'un couronnement qui n'était pas encore aux États-Unis celui qu'il espérait. Il se voit beau, il se voit très grand, Lennox Lewis, et on sait que même en conférence de presse après le combat, voilà, il est champion, mais il y a un petit arrière-goût. On n'a pas la sensation que Lennox Lewis se soit imposé comme le plus grand poids lourd de cette décennie. Il n'y a pas le panache, parce que comme je vous le dis là, moi je ressens ce combat comme vraiment quelque chose qui amènera à l'esprit Klitschko qui arrivera plus tard. C'est que Lewis, moi je trouve, il joue safe.
c'est-à-dire safety first, je fais peser mon physique, voilà, surtout face à des boxeurs plus petits en termes de dimension, ça arrivera, et donc c'est une victoire par son choix de boxe et par le choix stratégique d'Emmanuel Stewart, ça marche, mais c'est sans panache, effectivement, et c'est sans caractère quelque part. Antoine, t'es d'accord avec nous ou pas? Alors effectivement, on sent très bien la patte Stewart dans le combat côté Lewis. Après, moi, l'impression que me laisse le combat, c'est quand même qu'Holyfield arrive un peu plus facilement à imposer cette distance à lui. Alors effectivement, ça veut pas dire qu'il met Lewis en grande difficulté, mais ça veut dire que je le sens moins prisonnier sur ce deuxième round du jab flamboyant qu'à Lewis sur le premier combat. Je le donne quand même à Lewis sur la revanche, mais disons que pour moi le premier c'est 118 ou 117 et le deuxième c'est 116-112. Voilà. Bon. Et quand on regardait la surprise que je vous ai faite, ça, je sais pas si vous voyez tout. Ouais. Ah, oui. Et en fait, c'est un petit montage. Et là, c'est l'accréditation du combat. Oui. Holyfield, Lewis. Et alors, Iri Barty, vous le voyez bien? Faudrait que tu montes un petit peu, s'il te plaît. Monte un petit peu le tableau. Voilà. Ah, on voit bien. Et en fait, il y a l'accréditation Holyfield, Lewis, le 13 novembre. Et en fait, là, il y a Search for the Truth. Ouais. La recherche de la vérité. Et ça, voilà, c'était vraiment le titre du combat. Donc c'est quelques-uns des petits cadres qu'on ramenait quand on se faisait avec Jean-Claude, mais effectivement c'est la recherche de la vérité et on n'a pas trouvé toute la vérité là sur ce combat, notamment pour Lennox Lewis. Voilà, je me répète, mais à chaque fois Jean-Claude se répétait, il disait il faut qu'il en donne plus Lennox, il faut qu'il en donne plus. On sait qu'il a des qualités. Mais finalement, voilà, il y a des boxeurs comme ça qu'on a suivis et on a parlé de Trinidad, on a parlé de Dorista, des boxeurs qui en donnaient vraiment. Lui, il savait qu'il était sûr de sa force, sûr de son jab, sûr de sa personnalité. Et c'est encore ce qu'il trouve à faire avec Holyfield. Alors, c'est un combat qui génère des millions de revenus pour les deux hommes, et puis c'est un combat entre deux boxeurs qui vraiment sont des boxeurs gentils. C'est pas le Tyson qui a toujours eu ce regard et cette approche un petit peu méchante dès qu'on rentrait sur le ring. Et voilà, c'est vrai que de tous ces combats, de ces championnats du monde poids lourds, voilà, c'est des combats qu'on peut oublier. Enfin, de notre côté, même si ça reste bien sûr des très très grands combats, on est bien d'accord. On vous en a déjà parlé de ce combat qui va arriver donc en décembre 99. Décembre 99, incroyable. On vous en a déjà parlé avec notre ami Patrice Volny. Dans cette discussion, je vous la montre tout de suite. Patrice Volny, Captain Crochet, Antoine 230 livres sur Winky Wright. On adore Winky Wright, vous le savez. On est très très fiers de cette discussion. Elle est toujours disponible. Où ça? Mais dans la playlist qui est dans la description de cette vidéo, juste en dessous, regardez, la playlist est là de toutes nos discussions. Vous la trouverez. C'est très simple. Et on en avait déjà beaucoup parlé à ce moment-là, puisque Fernando Vargas, Winky Wright, l'histoire, enfin c'est une histoire incroyable aussi du côté de Winky Wright qui a encore de nouveau une chance alors qu'il fait des chemins de traverse incroyables. Ça se passe dans le fin fond de l'Oregon, tu vois, pas vraiment pas vraiment une terre de boxe, dans une toute petite salle. Ce qui est à noter, c'est que Fernando Vargas commence à travailler son personnage, son persona, encouragé par HBO quelque part. Donc il est comme un lion en cage, c'est-à-dire qu'il est dans une cage et c'est des pin-up qui vont ouvrir la porte pour laisser le lion sortir, tu vois. Il a un short, je crois, il a un short en peau de bête. Ouais, un short léopard en peau de bête, exactement, tout à fait. Donc, il commence, tu vois, le persona Ferocious, il commence à avoir des petites idées pour le créer. Voilà, ça c'est de l'ordre d'anecdote, mais ce qui n'est pas anecdotique, c'est l'adversaire et c'est le Hall of Famer en face de lui. Le Hall of Famer en face de lui. Déjà, pour un combat qui est passionnant, alors attention, on n'est pas sur du combat où tu vas avoir le highlight propre pour Instagram,
tu sais, non. Mais c'est un pur combat de boxe extrêmement équilibré. Avec un Winky Wright qui physiquement répond présent, qui est, à la différence des anciens adversaires de Fernando Vargas, ne craque pas sous le travail appliqué de Vargas. Vargas reste un mec appliqué, mais Winky Wright aussi. Et rester en face de Winky Wright, c'est compliqué face à un tel jab, face à une telle expérience, face à un tel travail aussi au corps. Donc, c'est dû à toi, à moi, mais en termes de pure boxe. C'est comme si la boxe, c'était un état pur et que vous voyez ce que c'est que de travailler pendant 12 rounds d'un côté comme de l'autre. Pour moi, c'est un magnifique exemple, ça ne sera pas le cas à la décision, mais c'est un magnifique exemple de match nul. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? On en a déjà parlé. Ça aurait très bien pu être un nul. Ce combat, tu peux le donner à Wright de peu, ce sera juste. Tu peux le donner à Vargas de peu ou tu peux dire nul. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui est très intéressant, c'est le contraste et le matchmaking tel qu'il est envisagé. En gros, il y a le type sur lequel mise HBO, qui est Vargas, c'est la star qui monte. C'est lui qu'on a choisi de vendre. Et puis, il y a Winky Wright qui a dû aller boxer en Afrique du Sud, à Saint-Jean-de-Luz, en France, qui a vraiment, enfin, qui a déjà eu plusieurs vies de boxeur. Et au fond, Wright, il est conscient que c'est une chance à saisir. On peut imaginer légitimement que c'est sa dernière chance, qu'il n'aura pas d'autres espoirs de titre mondial. L'avenir nous prouvera que non. Mais à ce moment-là, le mec a déjà, tu vois, il a déjà 40 combats professionnels. Il est beaucoup plus vieux que ne l'est Vargas. Et il va faire un choix tactique assez déroutant, Winky, à ce moment-là. C'est-à-dire que le combat va se jouer vraiment à courte distance. Il va être dans le nez de Vargas. Et ils vont s'échanger des séries, ils vont chercher les failles dans leur cuirasse. Mais au fond, Wright n'utilisera pas la tactique confortable qui aurait pu être de rester derrière son jab en permanence et de tourner, etc. Il va vraiment amener le combat à Vargas et ce sera extrêmement intense pendant 12 rounds. Ce sera scientifique. On tapera dans les deux coups, enfin dans les deux cas, en haut, en bas. On essaiera de chercher le défaut dans la cuirasse adverse. Wright mettra un peu plus de volume, Vargas un peu plus de puissance. Et ce sera très intense, vraiment un combat hyper plaisant à regarder. Je suis assez d'accord pour dire que c'est une bonne définition d'un match nul, ce combat-là. J'ai pas de. Mais le choix tactique de Wright, tu peux te demander si en gros il n'a pas choisi ça parce que s'il avait décidé de la jouer à la boxe à distance, peut-être que les juges, il partait du principe que les juges lui auraient fait à l'envers en disant ben voilà. On va favoriser Vargas, on va dire que c'était lui l'agresseur, etc. Donc là, il amène le combat à Vargas et il le teste. Et ce qui est vachement intéressant quand tu regardes le combat à l'époque, tu te dis, ben voilà, c'est un type qui a sa dernière chance contre un gars qui est en pleine ascension. Et finalement, le scénario final de ces deux carrières nous montrera que c'est pas tout à fait, les choses se sont pas passées comme on l'attendait, mais ça grandit Vargas de te dire malgré tout que on savait pas que Wright était aussi bon que ça en fait à l'époque. On le savait pas. Wright s'est révélé comme un extraordinaire boxeur après. Et le fait pour Vargas d'avoir tenu, même si la victoire est un peu généreuse, le fait d'avoir fait un aussi bon combat contre Wright qui était complètement affûté, qui était prêt, qui jouait la chance de sa vie ce soir-là, vraiment c'est pas rien. C'est pas rien parce que Winky Wright est un des plus grands QI box des années 2000. On vous l'a déjà dit, je le répète. Et donc, de la part d'un boxeur un peu jeune, qu'on vend, Ferocious, etc., s'en sortir avec cette maturité, c'est assez admirable. Et voilà 1999, cette année où on réunifie la catégorie reine, évidemment, où, de toutes les stars des poids lourds, c'est Lennox Lewis qui s'en sort en tant que taulier. Voilà. En 1992, par exemple, on pouvait y penser, mais est-ce que tout le monde l'aurait parié? C'est une autre histoire. 1999, c'est aussi le fait qu'une légende absolue est quand même dans une carrière devenue extrêmement compliquée, c'est Mike Tyson. Et puis l'avènement de la vraie star de la boxe, la vraie star mondiale et américaine de la boxe, la star du pay-per-view, c'est Oscar de la Hoya, qui proposera 2 affiches absolument extraordinaires et dont l'une était tout simplement appelée le combat du millénaire.
on sentait qu'on était dans une fin de l'histoire et dans l'ouverture d'autre chose. Et c'est exactement ça, 1999. C'est exactement ça. Puisque ça va donner le ton et ça nous a donné toutes les figures des 15 prochaines années. En tout cas, les années 2000 auront comme fer de lance tous ces hommes, notamment dans les petites catégories, on parlait d'Eric Morales, tous ces hommes, et c'est extraordinaire de voir finalement une conclusion de 100 ans d'un sport, de 100 ans d'une culture, à son paroxysme. N'oubliez pas que le pay-per-view est lui aussi à son paroxysme, et que la boxe vraiment fait rêver et conclut une décennie folle, une décennie faite de drames, une décennie faite de choc émotionnel, de sidération, et vient conclure par la qualité pugilistique, vient conclure une décennie folle. Voilà, 1999, c'était il y a 25 ans, et croyez-moi, la qualité était là. Allez les amis, les pirates, les corsaires, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures box. Ciao.